La trahison laisse des cicatrices que même le temps ne peut guérir. Mais la vengeance, elle, peut calmer cette douleur lancinante. Voici comment j'ai tout perdu à cause d'un homme, et comment je lui ai fait tout perdre en retour. Mon père m'avait toujours mis en garde contre les hommes comme Jedediah Thorne, des hommes dont l'avidité ne connaissait aucune limite, dont l'appétit pour la richesse et le pouvoir consumaient tout sur leur passage. Je me souviens encore de ces paroles. Il me disait que ces hommes-là ne voyaient pas les autres comme des êtres humains, mais comme des obstacles à éliminer ou des outils à utiliser. Notre petit ranch familial se trouvait à la lisière ouest de la vallée de Crimson Creek, un nom que notre rivière avait reçu en raison des reflets rougeâtres que le soleil couchant projetait sur ses eaux. Cette terre appartenait à ma famille depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père l'avait acquise avec le fruit de son travail dans les mines, économisant chaque centime pour offrir un avenir à ses descendants. Nos 100 hectares n'étaient pas immenses, mais ils suffisaient pour nos 70 têtes de bétail. La maison en bois de cèdre que mon père avait construite de ses propres mains se dressait fièrement sur une petite colline, offrant une vue imprenable sur les pâturages verdoyants et les montagnes au loin. Chaque matin, le lever du soleil embrasait le ciel et les ombres des grands pins dansaient sur les murs de notre demeure. Ma mère était décédée quand j'avais 12 ans, emportée par une pneumonie que même le médecin de la ville voisine n'avait pu soigner. Après sa disparition, la maison avait perdu un peu de son âme, mais mon père et moi avions continué à faire vivre le ranch en honorant sa mémoire à travers notre travail quotidien. Les champs de luzerne qui bordèrent la rivière avaient été son projet et nous les avions maintenus florissants. Le domaine de Thorne, lui, s'étendait sur des milliers d'hectares de l'autre côté de la vallée. Sa propriété, le Blackthorn Ranch, était considérée comme l'une des plus prospères de la région. 500 têtes de bétail, une vingtaine d'employés, des clôtures à perte de vue. Sa maison principale ressemblait plus à un manoir qu'à un ranch, avec ses pierres importées et ses grandes fenêtres qui brillaient comme des diamants sous le soleil de midi. Pendant des années, nos 2 propriétés avaient coexisté dans un équilibre fragile. La rivière Crimson Creek, qui serpentait entre nos terres, était considérée comme une ressource partagée par tous les habitants de la vallée. Une sorte de loi non écrite, respectée depuis des générations. Mon père avait même signé un accord informel avec le père de Thorne, stipulant que l'eau appartenait à tous, quelle que soit la taille de leur propriété. Quand mon père est mort d'une crise cardiaque il y a 3 ans, je me suis retrouvé, seul à 26 ans, avec un ranch à gérer et un héritage à préserver. Les premières années ont été difficiles. J'ai dû apprendre à tout faire par moi-même, à prendre des décisions que mon père aurait normalement prises. Mais j'y suis parvenu. Le ranch prospérait modestement, et j'étais fier de maintenir vivant le travail de mes ancêtres. Je connaissais Jedediah Thorne depuis l'enfance. Nous avions fréquenté la même école primaire, bien que lui eût 4 ans de plus que moi. Même à cette époque, il avait cette arrogance caractéristique des enfants privilégiés, ce sentiment inné que le monde lui appartenait. Quand son père est décédé, il a hérité du Blackthorn Ranch et a immédiatement commencé à l'agrandir, achetant les terres voisines les unes après les autres. Nos rapports étaient cordiaux, mais distants. Nous nous saluions lors des réunions communautaires ou quand nous nous croisions en ville. Il m'invitait parfois à ces soirées somptueuses où se réunissait tout ce que la région comptait de personnes influentes. Je m'y rendais rarement, préférant la simplicité de ma vie et la compagnie de mes amis d'enfance. Tout a changé. Avec la sécheresse, elle a commencé doucement, presque imperceptiblement. D'abord les pluies de printemps qui ne sont pas venues, puis l'été, plus chaud que jamais, qui a desséché les sols et fait jaunir prématurément les pâturages. Lorsque l'automne est arrivé, sans apporter le moindre répit, nous avons tous compris que nous faisions face à quelque chose de grave. Le niveau de Crimson Creek a commencé à baisser dangereusement. Ce qui était autrefois un cours d'eau vigoureux s'est transformé en un mince filet. Les agriculteurs et éleveurs de la vallée ont commencé à s'inquiéter. Des réunions ont
étaient organisés pour discuter de la gestion de l'eau. Des tours d'irrigation ont été établis pour que chacun puisse avoir sa part équitable de cette ressource devenue précieuse. Je me souviens de cette réunion particulière dans la grange de Peterson, où Thorne a pris la parole. Il a parlé avec éloquence de responsabilité collective, de l'importance de se serrer les coudes en ces temps difficiles. Ses mots semblaient sincères, et beaucoup ont hoché la tête en signe d'approbation. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un sentiment de communauté renforcé, pensant naïvement que nous traverserions cette épreuve ensemble. Si seulement j'avais su ce qui se préparait, si seulement j'avais remarqué cette lueur dans ses yeux, ce sourire calculateur qui apparaissait furtivement entre deux phrases bien pesées. Mais j'étais trop préoccupé par mes propres problèmes, par la survie de mon bétail, par l'honneur de maintenir vivant l'héritage de mon père. J'ai baissé ma garde, et cela a été ma plus grande erreur. Les premiers signes sont apparus un matin de mars. Je me suis réveillé avant l'aube, comme à mon habitude, pour commencer mes travaux quotidiens. En me dirigeant vers l'enclos où mes vaches attendaient d'être nourries, j'ai remarqué que le niveau de la rivière semblait encore plus bas que la veille. Une inquiétude sourde m'a envahi, mais j'ai mis cela sur le compte de la sécheresse qui empirait. Cette même semaine, Luis, mon unique employé et ami d'enfance, est venu me voir avec des nouvelles troublantes. Il m'a rapporté avoir vu des camions et des engins de chantier se diriger vers la propriété de Thorne, vers la partie nord, où la rivière entrait dans la vallée. Je lui ai demandé s'il était sûr de ce qu'il avançait. Il m'a affirmé avoir vu au moins 3 pelleteuses et plusieurs camions chargés de matériaux de construction. Je n'ai pas immédiatement fait le lien. Thorne était connu pour ses projets d'expansion constants, ses nouvelles granges, ses clôtures toujours un plus loin. Je me suis dit qu'il devait simplement construire une nouvelle structure quelconque. Pourtant, un doute persistait dans mon esprit. Pourquoi tant d'activités près de la rivière, précisément en cette période de sécheresse? 2 jours plus tard, j'ai décidé d'aller voir par moi-même. J'ai pris mon vieux pick-up et j'ai suivi le chemin qui longeait la frontière de nos propriétés, jusqu'à un point d'observation qui offrait une vue sur la partie nord de la vallée. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Une structure massive était en construction directement sur le lit de la rivière. Un barrage. Le cours naturel de l'eau était déjà partiellement dévié vers l'est, directement vers les terres de Thorne. Je suis immédiatement retourné à mon ranch et j'ai appelé le bureau du shérif. Le shérif Miller était un homme juste que je connaissais depuis toujours. Je lui ai expliqué la situation, lui rappelant l'accord historique sur le partage des eaux. Il m'a écouté attentivement, puis m'a promis de passer voir Thorne dès le lendemain pour clarifier la situation. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Thorne. Sa voix était calme, presque amicale, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente. Il m'a dit qu'il avait eu vent de ma conversation avec le shérif. Il m'a expliqué qu'il ne faisait que prendre des précautions nécessaires en ces temps difficiles, qu'il avait obtenu tous les permis requis pour son projet hydraulique. Il m'a invité à venir discuter autour d'un verre pour apaiser mes inquiétudes. Je me suis rendu à son invitation le lendemain. Sa maison était encore plus impressionnante de près. Des tableaux de maître ornaient les murs, des tapis persans couvraient les sols en marbre. Il m'a accueilli dans son bureau, une pièce imposante avec une vue panoramique sur la vallée. Je pouvais voir de là une partie de mon propre ranch, une petite et modeste en comparaison. Thorne m'a offert un whisky coûteux et a commencé à m'expliquer son projet. Il ne s'agissait pas simplement d'un barrage, mais d'un système complet de gestion hydraulique. Des canaux, des réservoirs, des pompes. Le tout pour, selon ses mots, optimiser l'utilisation de l'eau en cette période de crise. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas partagé ses plans lors de la réunion communautaire. Il m'a répondu que certains projets nécessitaient d'être mis en œuvre rapidement, sans les retards qu'entraînent invariablement les discussions collectives. Lorsque je lui ai rappelé l'accord historique sur le partage des eaux, son visage s'est légèrement durci. Il m'a expliqué que les temps avaient changé, que les arrangements informels d'antan ne pouvaient plus prévaloir face aux réalités économiques modernes.
Il a sorti un dossier contenant des documents légaux, des permis d'exploitation hydraulique signés par le gouverneur de l'État lui-même. Mon cœur s'est serré en comprenant l'ampleur de sa préparation. Avant de partir, je lui ai demandé directement ce que cela signifiait pour mon ranch et les autres petites propriétés en aval. Son sourire s'est fait plus froid. Il m'a assuré qu'un débit minimal serait maintenu, suffisant pour les besoins domestiques. Quant à l'irrigation des pâturages et l'abreuvement du bétail à grande échelle, il m'a suggéré de creuser des puits plus profonds ou d'envisager de réduire mon cheptel. Puis il a ajouté, comme une réflexion après coup, que si la gestion d'un ranch devenait trop difficile, il serait toujours prêt à me faire une offre équitable pour mes terres. J'ai quitté sa propriété avec un mélange de colère et d'impuissance. Le shérif Miller m'a appelé le lendemain. Il avait effectivement rendu visite à Thorne et avait examiné ses permis. Tout était en règle d'un point de vue légal. Les documents avaient été approuvés par des juges et des fonctionnaires que je ne connaissais pas, mais dont les noms figuraient régulièrement sur les listes de donateurs des soirées de charité organisées par Thorne. Les jours suivants, j'ai consulté plusieurs avocats. Tous m'ont dit la même chose. Les permis de Thorne étaient valides. L'accord informel signé par nos pères n'avait aucune valeur juridique contraignante. La seule option serait un procès long et coûteux, avec des chances de succès minimes face aux ressources juridiques dont disposait Thorne. Pendant ce temps, les travaux sur le barrage avançaient à une vitesse alarmante. Des équipes travaillaient jour et nuit. En moins de 2 semaines, la structure principale était achevée et l'eau commençait déjà à être redirigée massivement vers les terres de Thorne. Le débit qui arrivait jusqu'à mon ranch n'était plus qu'un maigre filet, à peine suffisant pour les besoins les plus basiques. Mes problèmes ont commencé à s'accumuler rapidement. Sans eau suffisante, mes pâturages ont commencé à se dessécher complètement. J'ai dû acheter du fourrage à des prix exorbitants pour nourrir mon bétail. Mes réserves financières, déjà limitées, fondaient comme neige au soleil. Chaque matin, je me réveillais avec une boule d'angoisse dans la gorge, me demandant combien de temps je pourrais tenir. Un jour, particulièrement désespéré, j'ai tenté une dernière approche. J'ai proposé à Thorne un arrangement. Je lui ai offert de payer pour l'eau, un prix raisonnable qui me permettrait de maintenir mon ranch à flot tout en lui assurant un revenu supplémentaire. Sa réponse a été aussi froide que calculatrice. Il m'a dit que l'eau avait désormais plus de valeur pour lui utilisée directement sur ses terres que vendue à un petit éleveur comme moi. Puis il a renouvelé son offre d'achat pour mon ranch, cette fois avec un prix nettement inférieur à celui proposé initialement. J'ai refusé, bien sûr. Ce ranch représentait bien plus qu'une simple propriété pour moi. C'était l'héritage de ma famille, le fruit du travail acharné de plusieurs générations. C'était aussi la dernière connexion tangible que j'avais avec mon père, avec tous mes ancêtres qui avaient chéri cette terre. L'idée de la vendre, surtout à un homme comme Thorne, m'était insupportable. Les semaines suivantes ont été un cauchemar éveillé. L'eau continuait à manquer. Mes vaches, autrefois grasses et en bonne santé, commençaient à montrer des signes de déshydratation et de malnutrition. J'ai dû vendre une partie de mon troupeau à des prix dérisoires, simplement pour avoir assez d'argent pour sauver le reste. Chaque animal vendu était comme un morceau de mon âme arraché. Luis est resté fidèle malgré tout. Je ne pouvais plus lui payer un salaire complet, mais il a refusé de partir. Il me disait que nous traverserions cette épreuve, ensemble, que les choses finiraient par s'arranger. Sa loyauté était une lueur d'espoir dans ces jours sombres, un rappel que certaines personnes dans ce monde valorisaient encore des choses autres que l'argent et le pouvoir. Un matin de juin, je me suis réveillé au cri désespéré de « Luis !» Il m'appelait depuis l'enclos principal. En arrivant sur place, la scène qui s'est présentée à moi restera à jamais gravée dans ma mémoire. 3 de mes meilleures vaches gisaient sans vie sur le sol poussiéreux, mortes de soif et d'épuisement. Leurs yeux vitreux semblaient m'accuser de ne pas avoir su les protéger. Les autres bêtes se tenaient autour, léthargiques, leurs flancs creusés par la faim.
Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. La colère que j'avais tenté de contenir jusque-là a explosé comme un barrage cédant sous la pression. J'ai pris ma Jeep et j'ai foncé vers la propriété de Thorn. Les gardiens à l'entrée ont tenté de m'arrêter, mais j'ai forcé le passage. J'ai trouvé Thorn près de son nouveau réservoir artificiel, en train de discuter avec des ingénieurs. L'immense bassin regorgeait d'eau détournée de la rivière, une eau qui aurait dû être partagée entre tous. Je suis sorti de mon véhicule, tremblant de rage. Je lui ai hurlé que mes bêtes mouraient, que mon ranch était en train de dépérir, à cause de son égoïsme. Sa réaction a été d'un calme insultant. Entouré de ses hommes de main, il m'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain. Il m'a dit que c'était simplement les affaires, que le monde appartenait à ceux qui savaient s'adapter, que mon attachement sentimental à un mode de vie dépassé était la véritable cause de mes problèmes. Aveuglé par la fureur, je me suis jeté sur lui. Ces hommes m'ont immédiatement maîtrisé, me plaquant violemment au sol. Thorn s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Il m'a dit que j'avais de la chance qu'il ne porte pas plainte pour agression. Puis il a ajouté, avec un sourire qui entrait mes cauchemars, que je devrais reconsidérer son offre d'achat, car ce serait probablement la dernière chance de sauver quelque chose de l'héritage de mon père avant que la banque ne saisisse tout. Je lui ai lancé que cela équivalait à un mandat de mort pour tout ce que ma famille avait construit. Il a haussé les épaules et m'a répondu que je venais de signer mon propre arrêt de mort économique. J'ai juré qu'il paierait pour ce qu'il faisait. Il a ri, un rire cruel, méprisant, qui résonne encore dans ma tête lorsque je ferme les yeux la nuit. Il a fait signe à ses hommes de me raccompagner à la sortie. Je suis rentré chez moi, humilié, vaincu, mais avec une nouvelle résolution qui prenait forme dans les tréfonds de mon âme. Ce soir-là, assis sur le porche de la maison que mon père avait construite, regardant les étoiles qui brillaient indifféremment au-dessus d'un ranch mourant, j'ai pris ma décision. Thorn avait peut-être gagné cette bataille grâce à son argent et ses connexions, mais la guerre n'était pas terminée. Il avait pris mon eau, il menaçait de prendre ma terre, mais il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais prendre, ma volonté, ma détermination, et ma capacité à lui faire payer d'une manière ou d'une autre le mal qu'il avait causé. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Thorn ont été les plus sombres de ma vie. Je me réveillais chaque matin avec un poids écrasant sur la poitrine, cette sensation oppressante que tout ce pourquoi j'avais travaillé était en train de s'effondrer. Le bruit des sabots de mon bétail affaibli résonnait comme un rappel constant de mon échec à protéger l'héritage familial. Les nuits étaient pires encore. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je revivais sans cesse le rire méprisant de Thorn, son visage suffisant lorsqu'il m'avait fait jeter de sa propriété. La rage et l'impuissance se disputaient mon âme, me laissant épuisé mais incapable de trouver le sommeil. Les cauchemars, quand je parvenais enfin à m'endormir, étaient peuplés d'images de mon père me regardant avec déception, de vaches mourantes et de terre desséchée. Louis, fidèle comme toujours, s'inquiétait pour moi. Il me voyait me renfermer, devenir l'ombre de moi-même. Il tentait de me remonter le moral, me parlant de possibilités de forage plus profond, de subventions gouvernementales pour les agriculteurs touchés par la sécheresse. Mais nous savions tous deux que ces solutions étaient illusoires. Sans l'eau de la rivière, le ranch était condamné à court terme. Je me suis rendu en ville pour rencontrer le banquier qui gérait le prêt hypothécaire du ranch. Monsieur Garrett était un homme pragmatique, mais juste, qui avait connu mon père. Il a écouté mon récit avec attention, puis m'a exposé la réalité financière avec une franchise brutale. Sans revenu stable, je ne pourrais bientôt plus honorer mes échéances. La banque serait obligée de lancer une procédure de saisie dans les 3 mois si la situation ne s'améliorait pas. En sortant de la banque, je suis passé devant le bureau du journal local. À travers la vitrine, j'ai aperçu la une du jour. Une photo de Thorn souriant largement, coupant un ruban pour inaugurer son nouveau système d'irrigation. Le titre vantait son initiative comme un modèle d'adaptation face à la sécheresse. Aucune mention des conséquences pour les autres propriétaires en aval. Aucune mention des accords historiques bafoués.
juste l'éloge d'un homme d'affaires, visionnaire. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de mon père. J'ai pleuré, des larmes de frustration, de colère, de chagrin, des larmes pour tout ce que j'étais en train de perdre, pour les sacrifices de mes ancêtres qui semblaient avoir été vains, pour mon impuissance face à un système qui favorisait les puissants au détriment des petits. Au matin, Louis m'a trouvé assis sur le porche, les yeux rougis mais secs. Il s'est assis à côté de moi, en silence, respectant ma douleur. Après un long moment, il m'a parlé de son grand-père, un homme qui avait tout perdu pendant la Grande Dépression, mais qui avait trouvé la force de recommencer ailleurs. Il m'a suggéré que peut-être il était temps d'envisager de vendre le ranch et de commencer une nouvelle vie loin d'ici. Ces mots, bien qu'emplis de bienveillance, ont touché quelque chose en moi. Une étincelle de révolte, un refus catégorique d'abandonner. Non, je ne donnerai pas cette satisfaction à Thorne. Je ne laisserai pas cet homme détruire l'œuvre de ma famille et s'en tirer sans conséquence. Cela dépassait désormais la simple question de survie économique. C'était devenu une question d'honneur, de justice. Ce même jour, j'ai tenté une dernière approche légale. J'ai contacté une association de défense des petits agriculteurs dont j'avais entendu parler. Leur avocat, Madame Torres, a examiné mon dossier avec attention. Elle m'a expliqué que mes chances devant un tribunal étaient minces, mais pas inexistantes. L'accord signé par nos pères, bien qu'informel, pourrait éventuellement être reconnu comme un droit coutumier. Mais un tel procès prendrait des années et coûterait une fortune que je n'avais pas. J'ai également rencontré un hydrologue indépendant, le professeur Bennett de l'Université d'État. Il a étudié les cartes de la région et les relevés de débit de la rivière. Son verdict a été sans appel. Le barrage de Thorne captait près de 90% du débit naturel. Le peu d'eau qui parvenait encore jusqu'à mon ranch et aux autres propriétés en aval était insuffisant pour maintenir un écosystème viable à long terme. Il m'a parlé de conséquences environnementales catastrophiques, d'espèces locales menacées, de nappes phréatiques qui ne se rechargeraient plus. Armé de ces informations, j'ai tenté une médiation officielle. Un médiateur du comté a organisé une rencontre entre Thorne et les propriétaires lésés. Thorne s'est présenté flanqué de 2 avocats et d'un expert en ressources hydrauliques à sa solde. La réunion a tourné à la farce. Ces experts ont contredit point par point les conclusions du professeur Bennett. Ces avocats ont brandi des études d'impact environnemental approuvées par des fonctionnaires complaisants. Et Thorne lui-même a joué la carte de la compassion feinte, proposant un accès limité à l'eau, une journée par semaine, une aumône qui ne résoudrait rien. En sortant de cette réunion, j'ai croisé le regard de Peterson, un autre petit éleveur touché par la situation. Dans ses yeux, j'ai vu la même résignation que celle qui commençait à m'envahir. Il m'a confié à voix basse que Thorne lui avait fait une offre pour ses terres. Une offre dérisoire, mais qu'il envisageait d'accepter avant de tout perdre. Un par un, nous allions tous céder, et Thorne étendrait son empire sur toute la vallée. Cette nuit-là, incapable de dormir, je suis sorti marcher le long du lit presque asséché de la rivière. La lune éclairait faiblement les galets qui autrefois reposaient sous les eaux vives. J'ai suivi le cours d'eau vers l'amont, jusqu'à la limite de ma propriété. De là, je pouvais apercevoir au loin les lumières du barrage de Thorne. Des projecteurs puissants illuminaient la structure jour et nuit, comme pour proclamer sa victoire sur la nature elle-même. C'est à ce moment précis, debout dans le lit asséché de cette rivière qui avait abreuvé des générations de ma famille, que quelque chose a changé en moi. La tristesse et le désespoir qui m'habitaient, depuis des semaines, se sont cristallisés en une résolution froide et implacable. Je ne gagnerai pas contre Thorne en jouant selon ses règles. Il avait l'argent, le pouvoir, les connexions, mais il avait aussi des faiblesses, des vulnérabilités, et surtout, il avait commis l'erreur de sous-estimer à quel point un homme peut devenir dangereux quand on lui a tout pris. Je suis rentré chez moi avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai annoncé à Louise que j'avais un plan pour sauver le ranch. Je ne lui ai pas donné les détails, me contentant de lui dire que j'allais me battre, mais à ma façon.
Il m'a regardé avec inquiétude, sentant peut-être le changement qui s'était opéré en moi. Mais il n'a pas posé de questions. Sa confiance en moi restait inébranlable. Ce jour-là, j'ai commencé à préparer ma vengeance. Pas par impulsion ou dans un accès de rage aveugle, mais avec une détermination froide et méthodique. Thorn avait détruit mon monde en volant mon eau. Je détruirais le sien en lui prenant ce qui lui était le plus précieux. Son barrage, son eau. Et finalement, sa réputation et son empire. La première étape de mon plan consistait à recueillir des informations. Je devais tout savoir sur le barrage de Thorn, sa construction, ses faiblesses potentielles, les routines de sécurité. Pour cela, je me suis rapproché de Carlos, un ancien employé de Thorn, qui avait été licencié sans ménagement après 15 ans de loyaux services. Je l'ai invité à boire une bière au bar de la ville, et après quelques verres, sa rancœur envers son ancien patron a commencé à se déverser. Carlos m'a appris que le barrage avait été construit à la hâte, avec des matériaux parfois de qualité douteuse pour respecter un calendrier impossible. Il m'a parlé des entrepreneurs qui avaient été forcés de couper les coins ronds, des inspections de sécurité expédiées grâce à des enveloppes glissées aux bons fonctionnaires. Il m'a même dessiné sur une serviette en papier un schéma approximatif des installations, indiquant les points d'accès et les zones moins surveillées. Ces informations étaient précieuses, mais insuffisantes. Je devais voir le barrage de mes propres yeux, évaluer sa structure, comprendre son fonctionnement. Pendant 2 semaines, j'ai passé mes nuits à observer les installations depuis les collines environnantes, équipées de jumelles et prenant des notes méticuleuses. J'ai chronométré les rondes des gardiens, identifié les angles morts des caméras de surveillance, repéré les générateurs de secours et les vannes principales. Parallèlement, j'ai commencé à rassembler les ressources nécessaires à mon plan. J'ai vendu discrètement quelques têtes de bétail supplémentaires pour obtenir des liquidités. Avec cet argent, j'ai acheté divers équipements dans différentes villes des environs pour ne pas éveiller les soupçons. Des outils, des cordes, des vêtements sombres. Et surtout, plusieurs bidons d'essence et des produits chimiques agricoles, hautement inflammables, que j'utilisais normalement pour le traitement des mauvaises herbes. Luis commençait à s'inquiéter de mon comportement. Il me voyait partir la nuit sans explication, revenir épuisé mais étrangement énergique. Un matin, il m'a confronté directement. Il m'a demandé ce que je préparais, si je faisais quelque chose de dangereux ou d'illégal. Je pouvais voir l'inquiétude sincère dans ses yeux. J'ai failli tout lui révéler, mais je me suis retenu au dernier moment. Moins il en saurait, moins il risquerait d'être impliqué si mon plan échouait. Je lui ai dit que j'explorais simplement des options alternatives pour sauver le ranch. Il n'a pas semblé convaincu, mais il a respecté mon silence. J'ai également approché Miguel, un ancien militaire reconverti en mécanicien qui vivait dans la ville voisine. Sans lui révéler mes intentions, je lui ai demandé des conseils théoriques sur les structures hydrauliques et leur vulnérabilité. Miguel était un homme intelligent qui avait servi dans le génie. Il m'a expliqué, autour de quelques bières, comment des barrages similaires fonctionnaient, quels étaient leurs points faibles, comment une défaillance dans un secteur pouvait se propager à l'ensemble de la structure. Ces informations étaient cruciales pour mon plan. Une pièce essentielle du puzzle me manquait encore. Je devais comprendre le système de contrôle électronique du barrage. Par chance, Jenny, la fille de Peterson, travaillait dans une entreprise d'informatique. Je l'ai invitée à dîner, prétextant vouloir discuter de possibles solutions technologiques pour économiser l'eau sur mon ranch. Au cours de la soirée, j'ai orienté habilement la conversation vers les systèmes de contrôle automatisés, similaires à ceux que Thorn avait installés sur son barrage. Sans le savoir, elle m'a fourni des informations précieuses sur leur vulnérabilité potentielle et leurs protocoles de sécurité standards. 2 mois après le début de mon plan, j'étais prêt à passer à l'action. J'avais rassemblé toutes les informations nécessaires, préparé mon matériel et élaboré un plan minutieux. J'avais également pris des précautions pour me protéger.
J'avais créé un alibi solide pour la nuit où j'allais agir, demandant à Louise de témoigner que j'étais resté au ranch toute la nuit, à soigner une vache malade, si jamais on lui posait la question. La veille du jour J, j'ai fait une dernière reconnaissance des lieux. Tout semblait normal. Les gardes suivaient leur routine habituelle, les lumières s'allumaient et s'éteignaient aux heures prévues. Thorne lui-même était absent, parti pour une conférence sur la gestion des ressources en eau dans la capitale de l'État, une ironie qui ne m'échappait pas. Son absence était un élément clé de mon plan, car je savais que la sécurité se relâchait légèrement quand le maître des lieux n'était pas présent. De retour au ranch, j'ai préparé mon équipement une dernière fois. Tout était prêt. J'ai passé la journée à vaquer à mes occupations habituelles, ne voulant pas éveiller les soupçons de Louis. Le soir venu, je me suis retiré tôt, prétextant une migraine. Dans ma chambre, j'ai attendu que la nuit soit bien avancée, répétant mentalement chaque étape de mon plan, anticipant les problèmes potentiels, préparant des solutions alternatives. À minuit, j'ai enfilé des vêtements sombres, chargé mon matériel dans un sac à dos et quitté silencieusement la maison par la fenêtre de ma chambre. La nuit était claire, la lune à moitié pleine, offrant juste assez de lumière pour se déplacer sans lampe de poche. Je me suis dirigé vers le barrage en empruntant un ancien sentier de chasse que peu de gens connaissaient encore. Ce chemin me permettrait d'approcher les installations par le nord, là où la surveillance était la moins dense. Alors que je progressais dans la nuit, une étrange sérénité m'envahissait. La peur et le doute que j'avais ressentis pendant des semaines s'étaient évanouis, remplacés par une détermination froide. Je savais que ce que j'allais faire changerait irrémédiablement le cours de ma vie, pour le meilleur ou pour le pire. Mais je ne voyais plus d'autre issue. Thorne m'avait poussé à cette extrémité en me volant mon eau, en menaçant mon héritage, en riant de ma détresse. Il allait bientôt découvrir le véritable coût de ses actions. Le sentier que j'empruntais serpentait à travers les collines, boisées, qui surplombaient la propriété de Thorne. La nuit était calme, seul le ululement occasionnel d'un hibou venait troubler le silence. À mesure que j'approchais du barrage, les lumières des projecteurs devenaient visibles à travers les arbres, créant un halo artificiel dans le ciel nocturne. Arrivé à la lisière du bois, je me suis arrêté pour observer la situation. Le barrage se dressait comme une masse sombre et imposante, retenant derrière lui des millions de litres d'eau qui auraient dû couler librement dans la vallée. 4 gardes étaient visibles, 2 près de l'entrée principale et 2 autres, effectuant des rondes autour du périmètre, exactement comme je l'avais observé lors de mes repérages. Je me suis déplacé silencieusement le long de la clôture nord jusqu'à atteindre le point faible que Carlos m'avait indiqué. Un segment où le grillage avait été mal fixé, créant un espace juste assez large pour qu'un homme de ma corpulence puisse se faufiler. J'ai vérifié mon chronomètre, 2 minutes avant que le garde ne revienne de sa ronde dans ce secteur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis glissé à travers l'ouverture. Une fois à l'intérieur du périmètre, je me suis rapidement dirigé vers un hangar de maintenance que j'avais repéré lors de mes observations. Selon Carlos, ce bâtiment n'était pas équipé de caméras de surveillance, Thorne ayant refusé d'investir dans une sécurité complète pour une structure ne contenant que des outils. Cette négligence allait lui coûter cher. À l'intérieur du hangar, j'ai rapidement localisé ce que je cherchais, des bidons de carburant pour les générateurs de secours, des produits d'entretien hautement inflammables et divers outils. J'ai commencé à préparer mes dispositifs incendiaires. Rien de sophistiqué, juste des mélanges efficaces de combustible avec des mèches à combustion lente qui me donneraient le temps de m'éloigner avant que tout ne s'embrase. Pendant que je travaillais, je repensais à toutes les injustices que Thorne avait commises, pas seulement envers moi, mais envers tous les petits propriétaires de la vallée. À la façon dont il avait manipulé le système, corrompu des fonctionnaires, bafoué des accords centenaires.
Mon acte n'était pas seulement une vengeance personnelle, mais une forme de justice pour tous ceux qui avaient souffert de son avidité. Une fois mes dispositifs prêts, je les ai placés stratégiquement dans le hangar, près des matériaux les plus inflammables. Puis, je me suis dirigé vers ma cible principale, la salle de contrôle du barrage. Cette partie était la plus risquée de mon plan. La salle était protégée par une porte verrouillée électroniquement, mais Jenny m'avait involontairement fourni une information cruciale. Les systèmes de ce type utilisaient souvent des codes par défaut que les techniciens négligeaient de changer par facilité. J'ai entré la séquence standard qu'elle m'avait mentionnée. Rien. J'ai essayé une variante. Toujours rien. La sueur commençait à perler sur mon front. Si je ne parvenais pas à entrer, une partie essentielle de mon plan tomberait à l'eau. J'ai tenté une troisième combinaison, celle que Jenny avait décrite comme la plus communément utilisée par les entreprises locales. Le voyant est passé au vert. La porte s'est déverrouillée avec un léger clic. À l'intérieur, j'ai découvert exactement ce que Miguel avait décrit. Un tableau de commande complexe, des écrans montrant différentes mesures de pression et de débit, des interrupteurs protégés par des capots en plastique transparent. J'ai rapidement repéré les contrôles des vannes principales. C'était là que je devais frapper. J'ai placé 2 de mes dispositifs incendiaires près des armoires électriques principales, puis j'ai saboté les commandes des vannes, bloquant certains mécanismes en position ouverte, endommageant d'autres pour qu'ils ne puissent pas être fermés manuellement. Le but n'était pas seulement de provoquer un incendie, mais de créer une défaillance catastrophique du système de régulation des eaux. Une fois le feu déclenché et les systèmes électriques hors service, l'eau commencerait à s'écouler de manière incontrôlée, exerçant une pression énorme sur la structure du barrage construit à la hâte. Mon travail dans la salle de contrôle terminé, je me suis dirigé vers ma dernière cible, le transformateur électrique qui alimentait l'ensemble des installations. J'y ai placé mon dispositif le plus puissant, celui qui déclencherait une réaction en chaîne. Une fois ce transformateur hors service, les générateurs de secours prendraient automatiquement le relais. Or, j'avais également saboté ces générateurs, créant un court-circuit qui amplifierait l'incendie initial. Tout était en place. J'ai vérifié une dernière fois que je n'avais laissé aucune trace identifiable, puis j'ai allumé les mèches de mes dispositifs. La première, dans le hangar, brûlerait pendant 15 minutes, celle de la salle de contrôle, 10 minutes, et celle du transformateur, 5 minutes seulement. Cet enchaînement créerait une série d'incendies qui détourneraient l'attention des gardes dans plusieurs directions à la fois, maximisant les dégâts avant que les secours ne puissent intervenir efficacement. Je me suis faufilé hors du périmètre par le même point faible de la clôture, puis j'ai rapidement regagné le couvert des bois. De là, j'ai gravi la colline jusqu'à un point d'observation que j'avais repéré lors de mes reconnaissances. Une position qui m'offrirait une vue parfaite sur les événements à venir, tout en me maintenant à une distance sécuritaire. L'attente a été la partie la plus difficile. Chaque minute semblait s'étirer indéfiniment. J'observais ma montre, comptant les secondes, imaginant la progression des flammes le long des mèches que j'avais allumées. À exactement minuit 45, la première explosion a retenti. Le hangar s'est embrasé d'un coup, projetant une lueur orangée dans la nuit. Les alarmes se sont déclenchées immédiatement. J'ai vu les gardes accourir vers le bâtiment en flammes. 5 minutes plus tard, comme prévu, une deuxième explosion a secoué la salle de contrôle. Les fenêtres ont volé en éclats et des flammes ont commencé à lécher les murs extérieurs. La confusion était totale. Les gardes se séparaient, certains tentant de contenir l'incendie du hangar, d'autres se précipitant vers ce nouveau foyer. J'ai entendu des cris, des ordres, contradictoires, puis est venu le moment que j'attendais. Le transformateur a explosé dans un flash aveuglant, projetant des débris métalliques dans toutes les directions. Instantanément, toutes les lumières du site se sont éteintes. L'obscurité a englouti le barrage pendant quelques secondes, avant que les flammes des incendies ne redeviennent la seule source d'éclairage. Les générateurs de secours ont tenté de démarrer, mais comme je l'avais prévu, ils n'ont fait qu'ajouter au chaos.
certains explosant à leur tour à cause des sabotages que j'avais effectués. C'est alors que j'ai entendu un grondement sourd, différent des explosions précédentes, un son plus profond, plus primitif. Le barrage lui-même commençait à réagir. Privés de leur système de contrôle, les vannes que j'avais sabotées laissaient maintenant passer des quantités d'eau de plus en plus importantes. La pression sur la structure augmentait minute après minute. Je pouvais voir des fissures commencer à apparaître sur la face du barrage, illuminées par les incendies qui faisaient rage. Des jets d'eau jaillissaient par endroits, d'abord minces, comme des doigts, puis de plus en plus larges. Les gardes avaient abandonné toute tentative de combattre les incendies et couraient maintenant vers des terrains plus élevés, comprenant instinctivement que quelque chose de bien plus dangereux que le feu était en train de se produire. Puis est venu le moment que je n'oublierai jamais. Avec un craquement assourdissant qui a résonné dans toute la vallée, une section entière du barrage s'est effondrée. L'eau, libérée de sa prison artificielle, s'est déversée avec une puissance terrifiante. Une vague immense a déferlé en contrebas, emportant tout sur son passage. Les bâtiments administratifs de Thorn, ses entrepôts, ses systèmes d'irrigation sophistiqués, tout a été balayé en quelques minutes. Je regardais, hypnotisé, l'eau reprendre ses droits, retrouver son chemin naturel vers la vallée, vers mon ranch, vers toutes les petites propriétés que Thorn avait condamnées à la sécheresse. Un sentiment étrange m'envahissait, mélange de satisfaction, de soulagement, mais aussi d'une certaine mélancolie. Ce que je venais de faire ne ramènerait pas mes vaches mortes de soif, ne réparerait pas les mois de souffrance. Mais c'était une forme de justice brute, primordiale. Les sirènes des pompiers et des policiers ont commencé à retentir au loin. Il était temps pour moi de partir. J'ai soigneusement effacé mes traces et emprunté un chemin différent pour retourner au ranch. La nuit était bien avancée lorsque je suis rentré, me glissant silencieusement par la fenêtre de ma chambre. J'ai caché mes vêtements souillés et pris une longue douche, lavant les dernières preuves de mes actes. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par Luis, frappant frénétiquement à ma porte. Il est entré, les yeux écarquillés, le souffle court. Il m'a annoncé que le barrage de Thorn avait été détruit pendant la nuit. Des explosions, un incendie, puis une rupture catastrophique. Toute la vallée était en effervescence. Je lui ai demandé ce qu'il en était de l'eau. Il m'a répondu, avec un mélange d'incrédulité et d'excitation, que la rivière avait repris son cours naturel. Que l'eau coulait à nouveau vers notre ranch, plus abondante que jamais. J'ai feint la surprise, puis une joie prudente. J'ai suggéré que nous allions voir par nous-mêmes. Ensemble, nous nous sommes rendus au bord de la rivière. Le spectacle était saisissant. L'eau coulait vigoureusement dans le lit asséché, comme si elle célébrait sa libération. En amont, on pouvait apercevoir les restes du barrage, une structure déchiquetée et béante, entourée de débris et de véhicules d'urgence. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des journalistes sont arrivés de la ville, puis des chaînes nationales. L'histoire fascinait tout le monde. Un barrage controversé, construit à la hâte, qui s'effondre de manière catastrophique. Les premiers rapports parlaient d'un accident, d'une défaillance technique aggravée par des incendies d'origine inconnue. Mais bientôt, des questions plus pointues ont commencé à émerger. Sabotage, actes criminels, enquête approfondie. Thorn est revenu en urgence de sa conférence. Je l'ai aperçu lors d'une conférence de presse improvisée près des ruines de son barrage. Son visage, habituellement si composé, était ravagé par la fureur et l'incompréhension. Il promettait une récompense substantielle pour toute information menant à l'arrestation des responsables. Il jurait de reconstruire, plus grand, plus fort, plus sécurisé. Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une fissure dans sa façade d'invincibilité. Les jours suivants ont été intenses. La police a interrogé tous les propriétaires qui avaient eu des différends avec Thorn, moi inclus. J'ai joué mon rôle à la perfection. Oui, j'avais eu des problèmes avec lui à cause de l'eau. Non, je n'aurais jamais pu faire quelque chose d'aussi extrême. Luis a confirmé que j'étais au ranch toute la nuit, soignant une vache malade. Mon alibi était solide.
Et sans preuve concrète, les soupçons sont restés de simples soupçons. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les enquêteurs ont commencé à découvrir des irrégularités dans la construction du barrage. Des permis obtenus de manière douteuse, des inspections de sécurité bâclées, des matériaux de qualité inférieure. Ce qui avait commencé comme une enquête pour sabotage se transformait progressivement en une investigation sur la corruption et la négligence criminelle. Des journalistes d'investigation ont commencé à creuser dans les affaires de Thorne. Ils ont découvert des pots de vin versés à des fonctionnaires, des falsifications de documents environnementaux, des pressions exercées sur de petits propriétaires pour les forcer à vendre leurs terres. L'image du businessman respecté s'effritait jour après jour, révélant le visage d'un prédateur sans scrupules. Les banques qui finançaient ces projets ont commencé à s'inquiéter. Les investisseurs se sont retirés. Les poursuites judiciaires se sont multipliées, non seulement de la part des propriétaires lésés par le détournement de l'eau, mais aussi des familles dont les maisons avaient été endommagées par l'inondation consécutive à la rupture du barrage. L'empire de Thorne commençait à vaciller sur ses fondations. Un mois après l'incident, j'ai croisé Thorne en ville. Il sortait du bureau du shérif, l'air hagard, vieilli de 10 ans. Nos regards se sont croisés brièvement. Dans ses yeux, j'ai vu qu'il savait. Il ne pouvait rien prouver, mais au fond de lui, il savait que j'étais responsable de sa chute. Je lui ai adressé un léger signe de tête, un salut minimal mais chargé de sens. Il a détourné le regard et s'est éloigné rapidement, les épaules voûtées sous le poids de sa défaite. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit fatidique où j'ai réduit en cendres le royaume que Thorne avait bâti sur le vol et la corruption. La vallée a changé tout comme moi. La rivière coule librement à nouveau, suivant son chemin naturel à travers les terres qu'elle a irriguées pendant des siècles. Mon ranch a retrouvé sa vitalité d'antan. Les pâturages sont redevenus verts, le bétail prospère. Thorne a quitté la région 6 mois après la destruction de son barrage. Son empire s'est effondré aussi sûrement que sa structure hydraulique. Les poursuites judiciaires l'ont ruiné financièrement, et les révélations sur ses pratiques commerciales douteuses ont détruit sa réputation. Sa grande maison a été vendue aux enchères pour couvrir ses dettes. Une justice poétique, certains diraient, les terres qu'il avait accumulées ont été morcelées et vendues à divers acheteurs, dont plusieurs petits éleveurs qui avaient été forcés de partir. Peterson est revenu, ainsi que quelques autres. Nous avons formé une coopérative pour gérer collectivement les ressources en eau, établissant des règles claires et équitables qui protègent les droits de chacun, quelle que soit la taille de sa propriété. Luis est désormais mon associé, à part entière dans le ranch. Il n'a jamais posé de questions directes sur cette nuit-là, mais parfois, je surprends son regard sur moi, interrogateur. Je crois qu'il a deviné, au moins en partie, mais il respecte mon silence, comprenant que certains secrets doivent le rester. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait. La destruction que j'ai causée a dépassé mes prévisions. Des maisons ont été endommagées, des vies bouleversées. Personne n'est mort, heureusement, mais cela aurait pu arriver. Cette pensée me hante parfois la nuit. Je me dis que j'ai eu de la chance, que les conséquences auraient pu être bien pires, que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Pourtant, je ne peux nier le sentiment de justice accomplie qui m'habite. Thorne avait créé un système qui écrasait les petits, qui méprisait les accords ancestraux, qui valorisait le profit au-dessus de tout. Ce système devait être démantelé. Et parfois, les voies légales ne suffisent pas face à des adversaires qui contrôlent les règles du jeu. J'ai appris que la vengeance est comme un feu. Elle peut vous réchauffer lorsque tout semble froid et désespérer, vous donner la force de continuer quand tout paraît perdu. Mais elle peut aussi vous consumer de l'intérieur si vous la laissez brûler trop longtemps, trop intensément. J'ai eu la sagesse de l'éteindre une fois mon objectif atteint, de ne pas la laisser devenir une obsession dévorante. Le shérif. Miller passe parfois au ranch. Nous buvons un café sur le porche, parlant de la pluie et du beau temps, des prix du bétail, des derniers potins de la ville. Parfois,
La conversation dérive vers cette nuit-là, vers l'enquête jamais résolue. Il me regarde alors avec une expression indéchiffrable, comme s'il cherchait dans mes yeux la confirmation de ses soupçons. Puis il hoche imperceptiblement la tête et change de sujet. Certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre, semble-t-il dire. Ma maison est toujours la même, simple et solide, construite par mon père, mais j'y ai ajouté une véranda qui donne sur la rivière. Chaque soir, je m'y installe avec un verre de whisky, regardant l'eau couler, écoutant son murmure apaisant. Dans ces moments, je pense à mon père, à ce qu'il aurait pensé de mes actions. Aurait-il approuvé? Aurait-il compris? Je veux croire que oui. Un soir, alors que je contemplais ainsi le coucher du soleil, teintant d'orange et de rouge les eaux de Crimson Creek, j'ai aperçu un cerf venir s'abreuver sur la rive opposée. L'animal a levé la tête vers moi, m'observant calmement pendant un long moment. Dans son regard, j'ai cru voir une reconnaissance silencieuse, comme si la nature elle-même me remerciait d'avoir restauré l'équilibre naturel des choses. Les nouveaux propriétaires qui ont repris certaines des terres de Thorn me consultent souvent. Ils me demandent conseil sur la gestion de l'eau, sur les techniques d'élevage adaptées à notre vallée. Je suis devenu, sans l'avoir cherché, une sorte de figure respectée dans la communauté. Celui qui a tenu bon face à l'adversité, qui n'a pas abandonné son héritage. Ils ne savent pas tout, bien sûr. Ils ne savent pas jusqu'où j'ai été prêt à aller. Et c'est mieux ainsi. Parfois, je me demande ce que Thorn fait maintenant. Où il est? J'ai entendu dire qu'il avait quitté le pays, parti recommencer ailleurs, loin des scandales qui ont entaché son nom ici. Je lui souhaite presque d'avoir appris quelque chose de cette expérience, d'être devenu un homme meilleur, mais je n'y crois pas vraiment. Certaines personnes ne changent jamais. Elles trouvent simplement de nouvelles proies, de nouveaux territoires à conquérir. Quant à moi, j'ai trouvé une forme de paix. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je ne m'en vante pas non plus. C'était une nécessité, une réponse à une injustice que le système ne pouvait ou ne voulait pas corriger. Je ne suis ni un héros ni un criminel, juste un homme qui a refusé de voir détruire ce qui lui était le plus cher. L'eau de la rivière continue de couler, imperturbable, indifférente aux drames humains qui se jouent sur ses rives. Elle était là avant nous, et elle sera là longtemps après notre départ. Cette pensée me réconforte. Quelles que soient nos actions, bonnes ou mauvaises, justes ou injustes, la nature poursuit son chemin, immuable dans son cycle éternel de destruction et de renaissance. Mon père avait raison à propos des hommes comme Jedediah Thorn. Leur avidité ne connaît pas de limite, mais il avait oublié de me dire une chose essentielle, que face à de tels hommes, parfois, la seule réponse possible est une détermination tout aussi implacable que la leur. Il avait volé mon eau, j'ai brûlé son royaume, et l'équilibre a été rétabli à ma manière.